religieuse. Ça va être les trois grands thèmes. Mais en fait, ça va se faire au XVIIe siècle, à l'époque de Louis XIV. Donc en France, l'Académie royale de peinture et de sculpture distingue ce que je viens de vous dire comme peinture, mais il y en a peu sur le paysage. La peinture historique, etc. La notion de paysage aujourd'hui, la nature, ça nous semble évident. Mais à l'époque, il n'y en avait pas. Alors ce qu'on va voir, nous, c'est ce qu'on considère, nous, comme paysage. À l'époque, c'était juste un motif qui servait de fond. Le paysage va apparaître vraiment comme genre pictural, c'est-à-dire un genre de peinture autonome, c'est-à-dire qui vit pour elle-même et pas qui est juste le décor d'un théâtre ou le décor d'une pièce ou le décor d'un tableau. Elle va apparaître au XVIe siècle, au moment de la Renaissance. C'est normal qu'on n'ait pas d'image? Oui. C'est normal qu'on n'ait pas de support d'image? Comment? Est-ce que c'est normal, Jean, qu'on n'ait pas de support d'image? Parce que là, on a Lascaux. Oui, c'est normal. D'accord. Donc, on va parler de ça. Ben, Virginie, tu peux avancer d'un cran, si tu veux, une image. Merci. Voilà, donc là, vous avez un paysage. Je vous mets ça en décor, mais je vous brosse d'abord l'introduction. Donc, c'est un décor. Ce n'est pas la nature qui est représentée. C'est un décor qui représente Ulysse, un épisode de la vie d'Ulysse, et puis ils ont fait un fond. Mais basta, c'est tout. Donc, la beauté de la Terre va toujours être une source d'inspiration. En histoire de l'art, le paysage est un genre reconnu, mais seulement à partir du XVIIIe. Alors pourquoi du XVIe, pardon. Pourquoi les paysages fascinent tant les artistes? Alors, on peut se demander pourquoi les artistes ont choisi de se concentrer sur la nature. Peut-être parce qu'ils se sont tournés vers les grands espaces, au moment aussi où la peinture à l'huile au XIXe siècle va arriver, ils vont pouvoir sortir des ateliers. Mais si on regarde, et là si tu peux revenir sur l'image d'avant, Virginie sur Lascaux, merci. Ce qu'on va appeler, nous, des paysages historiques, préhistoriques. Les grottes de Lascaux, qui sont situées dans le sud-ouest de la France, représentent une découverte importante pour l'histoire de l'art et l'étude de l'homme et des groupes humains qu'on appelle en France l'anthropologie. Anthro, l'homme, et anthropologie, l'étude. La grotte nous montre le développement de l'humanité, les outils, etc. Et cette grotte-là, elle a environ 30 000 ans. Et si vous regardez bien, le paysage, eh bien, en fait, c'est la roche elle-même qui donne. Ils n'ont pas peint d'arbres, ils n'ont pas peint tout ça, mais le symbole de la nature, c'est la roche. Il va leur servir de décor. Donc, on peut dire que c'est un paysage préhistorique. Donc, tout de suite, dès qu'on va la voir, le grand public va être émerveillé. En empruntant des passages étroits de Lascaux, les hommes ou les femmes de la préhistoire, on ne sait pas qui c'est, il n'y avait pas de texte à l'époque qui l'ont dit, ont utilisé les parois vierges, les parois pures, brutes de la grotte, comme moyen d'expression. Et on découvre des dessins de paysages plus grands que nature. C'est-à-dire qu'on découvre les objets, qui sont les sujets, c'est-à-dire les animaux, mais on voit aussi les bosses, les creux, les reliefs qui sont dans le mur. Ça représente des animaux en train de brouter, etc. Et la grotte de Lascaux représente aujourd'hui le plus ancien exemple de dessin de paysage tel qu'il est, avec son décor, mais de nature, de grotte, et son activité humaine ou animale. Ensuite, dans l'image suivante, on voit et ça c'est au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et selon les sources écrites, eh bien, l'homme va montrer ses habitations. C'est-à-dire que dans l'habitation même, dans la villa romaine, eh bien, on va offrir rarement des vues sur le monde extérieur. C'est pourquoi de nombreux paysages
stylisés, représentés, étaient peints sur les murs intérieurs des maisons. En gros, je vais vous le dire d'une autre façon, il y avait très peu d'ouvertures, très peu de fenêtres. Donc, pour donner l'illusion d'une ouverture vers l'extérieur, ils peignaient la nature, ils peignaient les jardins, ils peignaient leurs activités à l'extérieur. Donc, ça permettait aux habitants d'être entourés de nature, même à l'intérieur. Les jardins, la vie de la nature, la vie botanique, était également de plus en plus appréciée à l'époque. On est à l'Antiquité romaine, 1er siècle après Jésus-Christ. Et ça va augmenter avec le temps, et ça va surtout favoriser la naissance des jardins personnels dans les maisons. C'est-à-dire qu'ils vont dire, si on peint sur les murs, on peut peut-être faire des atriums, c'est-à-dire des cours dans lesquels on plante des arbres, des plantes, etc. Ce n'est pas encore vraiment des jardins extérieurs. Et les Romains aimaient ressentir la nature grâce à des peintures et l'existence de petits jardins d'intérieur qui créent vraiment une ambiance naturelle. Plus tard, dans l'image suivante, on voit quoi? On voit un paysage, mais comme une fuite vers la nature. Ça daterait de 1050 après Jésus-Christ. Et cette peinture, elle est sur papier très très fin et elle a été récupérée, elle est au MoMA, le muséum, elle est au Metropolitan Museum of Art, le MoMA, à New York. En Chine, entre le 7e et le 8e et le 10e siècle après Jésus-Christ, donc sur 300 ans, la peinture de paysage est déjà devenue un genre. Alors que nous, en France, il faut attendre 6000 ans. Les paysages permettent aux artistes de sortir de la vie quotidienne. Un moyen de sortir du cadre de leur quotidien. C'est le rôle de l'art. Mais là, la nature va les aider. Et certains artistes valorisent, en raison des traditions spirituelles spécifiques, ils croient au Dieu de la nature, encore là-bas longtemps et encore peut-être aujourd'hui. C'est les bouddhistes, les hindouistes aussi. Et pour d'autres, il s'agira de convictions philosophiques, voire même politiques. Elle devient, la nature, un thème très prisé par les artistes et les poètes. Et si les dynasties et les partis politiques se sont toujours succédés, la permanence et la beauté de la nature a toujours apporté du réconfort à l'humanité. Le monde naturel, en particulier les montagnes, a été considéré comme un refuge, un moyen de lutter contre les problèmes du monde. Et plus tard, je ne sais pas si vous faites de la philosophie ou pas, vous faites un peu de philosophie? Non, pas encore. Plus tard, vous verrez qu'en philosophie, il y a un certain Platon, en Grèce antique, qui a parlé de la nature, et particulièrement de la grotte, pour représenter l'homme et l'intérieur de l'homme. Donc la nature déjà fascine. Et les paysages sont toujours restés un élément important, même si ça va évoluer dans la façon de peindre pour les artistes contemporains chinois. L'art asiatique reste profondément lié à la beauté du monde naturel. Dans l'image suivante, on peut voir une image que on a la chance de voir au Louvre, à Paris, et qui s'appelle le Concert champêtre, d'un peintre vénitien qui a apporté la couleur notamment, qui s'appelle Titien, T-I-T-I-E-N. Ça ressemble au déjeuner sur l'herbe. Ça va inspirer le déjeuner sur l'herbe par la suite. 2 femmes nues et 2 hommes habillés, c'est vrai. Donc là, on est entre 1500 et 1525. Là, on est en Europe, en Italie, à Venise. Oui, on est à Venise.
Dans toute l'Europe, la Renaissance a favorisé l'épanouissement des études artistiques. La semaine dernière, jour pour jour, eh bien, j'étais à Venise pour aussi donner une visite guidée pour des Français devant ces tableaux. Alors, pas celui-là, parce que celui-là est à Paris, mais sur un autre qui s'appelle La Tempête et qui représente une femme nue avec un homme habillé, dans le même principe que ça, sauf qu'il y en a deux là. Et c'est toujours la même histoire. C'est une histoire de paysage et d'humains. Mais attention, on voit encore des humains. C'est-à-dire que ce n'est pas la nature en tant que telle. Ce n'est pas un genre particulier où la nature est au premier plan. Donc, il faut bien voir ça, qu'elle sert de décor encore. Donc, la nature gagne de l'intérêt en Italie. Les peintres de la Renaissance sont attachés à la précision géométrique, ce qu'on va appeler la perspective. Alors qu'en Europe du Nord, ce qu'on appelait les Flandres, aujourd'hui la Belgique, la Hollande, les artistes s'attachent davantage aux détails. En tous les cas, la nature est un sujet important et une source d'inspiration pour ces artistes. Ici, on voit quoi? On voit un ciel généreux, brouillé, comme les états humains. C'est-à-dire qu'on peut être bien, mais avoir des nuages quand même dans notre façon de vivre et de penser. Dans l'image suivante, là, c'est un paysage du nord de l'Europe. Eh bien, on voit un ciel aussi tourmenté. C'est une peinture du XVIIe siècle qui est aussi au MoMA. Et les paysages ont connu une popularité, c'est-à-dire un désir d'être peint et d'être montré et d'être vu, de plus en plus désiré par les commanditaires, par ceux qui achètent les toiles, les peintures, tout au long du XVIIe siècle en Europe, et particulièrement dans les pays du Nord. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en Hollande, en Allemagne, tout ça, il ne fait pas aussi beau qu'en Italie. Donc ils ont besoin de voir des peintures lumineuses, colorées, même si c'est un temps un peu gris comme ici. Il y a toujours un petit coin de soleil, un petit coin de ciel bleu quelque part quand même. Donc de nombreux artistes hollandais ont quitté leurs ateliers pour capturer une interprétation réaliste de la nature, de l'extérieur. Donc, au cœur de leur travail, on retrouve une volonté de capturer les beautés de leur pays. Ça montre aussi la puissance et la richesse de la région pour cette époque. Il va y avoir énormément de peintres. L'image suivante, on va se rapprocher dans le temps. Et l'on va voir peut-être une image que vous connaissez. Est-ce que vous avez déjà vu cette image? Oui, Great Wave of Canada. Dans quelles conditions, enfin pourquoi vous l'avez déjà vu? Pourquoi? Ça vous fait penser à quoi? Vous l'avez vu Sarah? Je pense que ça pourrait être... Alors, je ne sais pas, soit Sarah, soit Mariana. The Great Wave of Canada. Là, il faut que tu parles plus fort parce que là, il ne t'entend pas. Là, je ne sais pas comment c'est en français, mais je devrais t'appeler en anglais The Great Wave of Canada. Et au fond, c'est le Montevideo. Alors oui, ils connaissent, ils l'ont déjà vu, mais ils ne disent pas où ils l'ont vu. Si c'était dans un cours ou c'est... Sur Internet. Alors, pour Sarah, c'est sur Internet. Pour Mariana, c'est... J'ai un t-shirt avec... Alors, Sarah, elle a un t-shirt avec... qui vient, je ne sais pas. Sophia. Moi, je pensais que ça pourrait être avec... je ne sais pas quelle image elle est, mais j'avais déjà vu. Je crois que ça pourrait utiliser un peu le style Chima pour pondre, ça me semble. C'est pas le tsunami qui a eu dans Japon ou Ok. Je me rappelle. Je crois que c'est bien. Et Sarah, on a le même t-shirt parce que moi aussi j'en ai un avec cette vague.
Donc, Non, en c'est pas fait, très bien. elle est devenue, cette vague, quelque chose de très connu dans le monde. C'est l'image sûrement de la peinture la plus connue du Japon. 1821. 31. À 31? Ouais. Ah oui, pardon. Bon, on n'est pas à 10 ans près, c'est pas bien grave, hein, les dates. Donc, Hokusai, c'est un grand maître de la peinture. Et on voit, si on regarde, on va l'analyser un peu à la loupe, on va la regarder attentivement, cette image. Et là, on voit quoi? Déjà, elle est surnommée dans le patrimoine culturel mondial la vague, simplement. La vague d'Hokusai. La vague. Mais en fait, elle s'appelle la grande vague de Kanagawa, mais c'est même pas la peine de le noter si vous voulez, vous notez juste la vague. Et Hokusai, c'est sans doute une estampe. Alors une estampe, c'est une image gravée qu'on peut reproduire. Donc on grave sur du bois, on prend des outils et on grave sur du bois comme une sorte de lame ou de couteau. On va faire le dessin en creux, on va venir appliquer de la couleur. Pour chaque couleur, on fait une planche, on colle sur le papier et on recommence et on recommence. Donc en fait, il y en a plusieurs exemplaires. Et vous connaissez tous peut-être Titanic, le bateau. Oui. Eh bien, dans le bateau Titanic, quand il a coulé, il y avait un exemplaire de cette vague. Mais il y en a eu plein des vagues comme celle-là. Elle a été reproduite à l'infini. C'est le principe, si vous voulez, aujourd'hui des photocopieurs pour les artistes. Il fait le dessin, il y a le graveur qui va faire c'est pas forcément lui qui fait la gravure. Ensuite, on plaque la couleur. Ensuite, on met sur presse et on a l'image. Et ensuite, on diffuse. Donc, un coup de projecteur sur cet art et tous ses secrets. Donc, Hokusai, lui, contrairement à d'autres, est peintre, mais aussi graveur. Donc, c'est lui qui aurait fait, je dis bien aurait parce qu'on n'a pas la certitude, mais on pense quasi sûrement que c'est lui, graveur, dessinateur, écrivain japonais. C'est certainement encore aujourd'hui l'artiste japonais le plus reconnu au monde. Il est né à Edo. Edo, c'est l'ancien nom de Tokyo, l'actuelle grande ville du Japon. Et il développe son art à une époque où la production d'estampes japonaises, donc cette technique, est très au goût des gens. Donc il y a beaucoup de gens qui font, beaucoup de gens qui achètent. Donc lui, c'est un businessman aussi, c'est un homme d'affaires. Il va vendre beaucoup. Donc il faut un moyen de reproduire. En France, et même dans le monde, il va y avoir un mouvement dans la peinture que vous verrez plus tard, si ce n'est déjà fait, qui s'appelle le japonisme. Et le japonisme, c'est quoi? Eh bien, c'est un mouvement qui a inspiré les grands noms de la peinture européenne, comme Van Gogh, Monet, Gauguin, ou bien aussi Klimt en Autriche. En plus d'avoir offert à l'Occident, à l'Europe, une porte ouverte sur l'art japonais, montrer un petit peu ce qui se faisait ailleurs, Hokusai, et là ça va vous parler, est l'inventeur du mot manga. Vous voyez ce que c'est les mangas, les bandes dessinées? Oui. Manga, c'est lui qui a inventé ce terme-là. Alors, on lui doit ce terme-là. On va le traduire par dessin libre. Alors, lorsqu'on pense à Hokusai, non, on va le traduire par dessin libre. Dessin libre. Design free en anglais, ouais. Donc, quand on pense à Hokusai, nous, on va automatiquement penser à la vague. Mais il y en a plein d'autres. Cette vague, elle est issue d'un carnet, si vous voulez, où il y avait 36 vues du mont Fuji. Le mont Fuji, c'est ce que vous voyez au fond. Mais on va l'analyser, puisque c'est le premier paysage vraiment en tant que paysage. La grande vague de Kanagawa, 1831, l'artiste japonais la signe. Là, son œuvre est la plus célèbre.
La grande vague, à cette époque, on va commencer à délaisser progressivement la représentation de la vie des puissants, c'est-à-dire les riches, les rois, les empereurs, les chefs, pour se concentrer sur quoi? Là, je vous parle au Japon, pour se concentrer sur la nature. Hokusai a 70 ans lorsqu'il réalise cette estampe. Quand vous regardez la vague en détail, si imprévisible et impressionnante qu'elle a donné son nom à l'œuvre, la vague est ici représentée a de quoi donner le vertige. Et la vague, cette vague qui est omniprésente dans la représentation, dans la gravure. Oui. Jean nous dit qu'elle prend énormément de place. Mais si vous regardez bien, ce n'est pas une vague que vous avez, mais deux vagues. Donc, il y a Sarah qui te demande pourquoi est-ce qu'elle prend autant de place. À ton avis, Sarah, tu vas répondre par toi-même. On va commencer à enlever. C'est plus l'homme qui va être au centre de la nature, ou du monde, ou de la vie, mais c'est la nature elle-même. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on regarde cette vague? Est-ce que tu peux, je ne sais pas Virginie, si tu peux agrandir l'image? Non, je crois Moi, que... je peux, mais par contre, peut-être que... Non, reviens sur... Voilà. Par contre, toi, tu peux, Étienne, je pense. Moi, je peux sur mon ordi. Donc, toi, je pense que tu peux l'agrandir. Avec ça, monsieur. Voilà, vas-y. Jamais fait ça. Avec le zoom, mais il va nous la mettre. Non, tu mets ta souris sur l'image et puis tu agrandis. Je pense que tu peux. Non. Bon, Non, c'est pas grave, je peux la copier, mais je peux pas l'agrandir. Vous êtes jeune, vous avez des bons yeux, c'est pas grave, vous allez encore mieux regarder. Donc, on va rentrer dans l'image complètement. Donc, si on rentre dans l'image complètement, on voit qu'il y a deux vagues. Et ces deux vagues, eh bien, ça donne le vertige. Parce qu'au premier plan, les monstres c'est moi. de la mer, je ne sais pas si vous imaginez, mais par rapport à la taille humaine, elles font 15 mètres de haut. C'est-à-dire, en plus, les Asiatiques sont souvent petits, on va dire 10 fois la taille d'un homme. C'est énorme. Donc, ça attire le regard du spectateur qui est comme aspiré par la vague. On est en plein cœur du sujet, la nature. Et si vous regardez bien, au devant de l'œuvre, vous avez quoi? Vous avez des bateaux. Derrière la première vague, et derrière la deuxième vague. Vous voyez? Enfin, le premier bateau, il n'est même pas derrière la première vague, il est dans la première vague. Et dans ces bateaux, vous voyez des petites têtes qui apparaissent, toutes les petites boules rondes là. C'est des humains qui rament. Vous voyez? Ou pas? Oui. Okay. Donc, colorées en bleu et blanc, ces vagues sont sur le point de capturer leur proie. Et si vous regardez bien le haut des vagues, on dirait comme des serres d'aigle, ou je vais vous le dire dans d'autres mots, des griffes d'oiseaux, de proie, comme des aigles, des rapaces. Des mains. C'est les mains des vagues, un monstre. Ça va tout sur la... Et tu vas tout engloutir. L'écume, le haut, a des espèces de doigts très crochus. Et ce bleu-là est prêt à tout engloutir. Et on voit 3 barques de pêcheurs qui qui ne peuvent rien faire. Même si l'œuvre est en 2 dimensions, on a l'impression qu'il y a un travail de perspective qui est très précis. Inspiré par les peintres venus d'Europe, Hokusai, le peintre, donne profondément à son estampe, donne une vraie profondeur à son estampe. Et va même jusqu'à mettre le mythique mont Fuji au second plan. Alors que le titre de l'œuvre, enfin de la série d'œuvres,
c'est les 36 vues du mont Fuji. De tel endroit, on peut le voir, de tel endroit, on peut le voir. Mais vous voyez, au creux de la vague, vous avez au fond la montagne enneigée qui est là. La mer, elle sera toujours là. Nous, on partira, on mourra un jour, etc. On aura des enfants, des petits-enfants, etc. Mais les générations se suivront, mais la mer, elle continuera à vivre. Et la montagne aussi. Pour les Japonais, le mont Fuji, c'est un endroit sacré. Donc, c'est pour ça qu'ils le représentent. Et il y a un contraste dingue entre la montagne éternelle et la tempête qui surplombe le tableau. En fait, si vous imaginez cette vague de 15 mètres, c'est l'équivalent d'un tsunami, d'un ouragan, d'une énorme tempête. Même si la montagne est très haute, elle fait 3776 mètres, on va dire 3800 quasiment, c'est le point le plus haut du Japon. Mais il est ici bien minuscule et impuissant tout au fond de la conception. Mais par contre, il reste passible, il reste paisible. Donc, je vous donne juste un truc par rapport à la notion de paysage chez les Japonais. Le premier plan représente la vie humaine et est toujours agité. Tout être humain, même le plus calme qui existe, va avoir des moments d'agitation. Il va bouger, il va danser, etc. Et la nature, elle, tout au fond, va rester calme et immuable. Donc, devant, c'est toujours l'agitation du monde et au fond, le calme. Vous voyez, vous comprenez bien l'idée? Donc en fait, il y a un très bon équilibre entre l'agitation et le calme, parce que l'autre est placé de manière centrale, cette montagne. Et porté par son succès, eh bien, il va être acheté. Alors, Monet, que vous connaissez sûrement, Claude Monet, impressionniste français, va acheter un exemplaire de cette vague qui se trouve encore dans la cuisine qu'on visite aujourd'hui de la maison de Monet, à côté de Paris. Et puis, cette vague-là, à l'époque, a même servi de couverture pour la partition de la mer de Debussy. Debussy, c'est un grand musicien classique français du XIXe siècle. Ouais. Imaginez que cet artiste, Hokusai, a laissé derrière lui, il est mort très vieux, près de 30 000 dessins sur la nature essentiellement, pour montrer la richesse des paysages et de la nature japonaise. Alors, comme le 19e voit qu'il y a tout ça depuis longtemps déjà chez les Japonais, ils se disent, bah, ce serait pas mal de créer une idée comme ça. Pourquoi? Comment ils ont eu accès aux œuvres des Japonais? Eh bien, parce qu'en 1852, il y a eu la première exposition universelle à Londres. Et là, on va commencer à créer des choses. Puis ensuite à Paris. Et aux alentours de 1900, eh bien, on va créer de plus en plus d'idées pour montrer les paysages aux gens. Et sur l'image suivante, vous allez voir ce que l'on appelle les panoramas. Et ça, je tenais vraiment à vous les montrer parce que c'est quelque chose d'assez rare en histoire de l'art. On ne les montre pas souvent dans les cours. Mais là, comme moi, j'interviens de temps en temps pour ça. Étienne vous parlera sûrement d'autres peintures, d'autres artistes, d'autres natures. Mais moi, je vous montre un truc qui a été créé la première fois 100 ans après, 50 ans avant la peinture de Hokusai, mais 100 ans avant que ça arrive vraiment en France. On est à Édimbourg, en Écosse, et un Écossais va inventer un immense tableau. C'est pas celui-là, c'est celui d'après, mais un tableau qu'on va tordre de manière circulaire. Donc, il va faire tout le tour d'une pièce. 19e. Oui, 19e siècle. Là, c'est toute fin 18e, 1787. Mais quelques temps après, on va voir Prévost, là qu'on voit ici en 1804, donc on est au tout début 19e, qui va faire la même chose. Donc imaginez ce tableau que vous voyez tout plat là,
eh bien, on va l'étendre sur un bâtiment qu'on va construire pour cette œuvre-là, tout rond, comme un cirque. On va l'exposer de manière circulaire et les gens vont pouvoir voir la nature d'un seul coup d'œil, à 360 degrés. Et quelque part, c'est l'ancêtre, quelque part, du cinéma. Et qu'est-ce qui va tuer le panorama, c'est-à-dire pourquoi ça ne va plus exister? Eh bien, parce que souvent, les constructions, les cirques, les gens étaient sur, comme vous voulez, comment on dirait, sur une sorte de balcon où ils faisaient le tour très près des peintures, un balcon circulaire. Mais toutes ces constructions étaient en bois, donc il y a eu souvent du feu, des incendies. Donc c'était trop dangereux. Et quand le cinéma va arriver 100 ans plus tard, au début du XXe siècle, eh bien les panoramas seront morts, ce sera fini. Et je tenais à vous montrer parce que c'est quelque chose qui va durer une centaine d'années, mais qui va être très rare finalement. Dans ces paysages, on va voir notamment des idées de paysage, des idées de paysage urbain, c'est-à-dire la ville, comme on le voit là. Ça représente Paris. Mais c'est un paysage. Quand vous regardez votre ville à Cali, quand vous regardez les maisons, tout ça, vous vous dites, bah, c'est le paysage urbain, le paysage de la ville, mais c'est quand même un paysage. Et la nature est présente. On voit des arbres, on voit des plantes, on voit du vert, on voit la nature, on voit l'eau, la Seine ici. Est-ce qu'à Cali, vous avez un fleuve? Eh ben, est-ce que vous avez un fleuve à Cali? Oui. Oui, qui s'appelle Cali. Rio Cali, le fleuve Cali. D'accord. Qui a donné son nom à la ville, peut-être? Non, parce que Cali en langue Nassa, ça veut dire Tereo Sinagura, tissé sans aiguille, qui fait référence à la cordillère. Parce que les montagnes sont entrelacées les unes entre les autres, donc ça fait penser qu'elles se sont tissées elles-mêmes. D'accord. Voilà. Et Cali, ça s'écrivait K-A-L-Y. D'accord. Et Imaginez les Espagnols. que cette peinture que vous voyez là, elle faisait 23 mètres de long. Sur une hauteur un diamètre de 16, ouais, sur 16 mètres de hauteur. C'était immense en fait. Donc vous étiez complètement plongé dans la peinture. Monsieur, Oui. où on peut trouver cette peinture? Où est-ce qu'on peut trouver cette peinture? C'est une bonne question qu'on peut poser à Jean. Alors, il faut la prendre. Moi, je peux te l'envoyer. Je ne sais pas si. Non, mais où est-ce qu'on peut la voir? Où est-ce qu'elle existe? Alors aujourd'hui, elle existe, mais en tableau qui reproduit ça, parce que ça a brûlé, tout ça, ça n'existe plus. L'original n'existe plus, ça c'est l'esquisse, c'est le projet. Et il existe 2 tableaux qui reproduisent le panorama au musée Carnavalet à Paris. Le premier, le plus vieux musée de France, enfin de Paris en tout cas. Mais attention, ce n'est pas les vrais, parce que les vrais n'existent plus malheureusement. D'accord. Donc tu peux le retrouver dans un musée à Paris qui s'appelle le Carnavalet. Mais c'est une reproduction, hein. Et c'est pas sur 23 mètres, c'est beaucoup plus petit. L'image suivante nous montre en 1844, 40 ans après ça. Ah pardon, non, je vous ai rajouté pour vous donner une idée de ce qu'était la coupole. Donc vous avez la coupe, c'est-à-dire en architecture, on appelle ça une coupe longitudinale qui coupe le bâtiment en deux et qui vous montre comment c'est à l'intérieur. Mais vous voyez, tout était en bois sous la coupole et la peinture, elle est très grande et très haute. Et les gens se baladaient en regardant le paysage. Sur l'image suivante, on voit encore une coupe un peu différente, mais pour vous montrer que c'était circulaire. C'est pas seulement comme dans un théâtre, c'est pas seulement une scène comme dans le théâtre. Là, vous avez la scène tout autour, à 360 degrés.
Vraiment, comme dans un planétarium. Tu vois, c'est pas le ciel, mais là, c'est le paysage. Comme si on représentait Cali aujourd'hui de manière circulaire. Dans l'image suivante, normalement, c'est Turner, là. Mais là, c'est encore une affiche qui montre la prise de la Bastille en 1789, mais celle-là nous intéresse beaucoup, puisqu'on est 40 ans après la peinture de panorama qu'on a vue. Et là, on est avec les paysages des romantiques. Alors, les romantiques sont nés en Allemagne, puis en France, ils vont venir, enfin, ça va être le même goût. Et puis, on va avoir le même goût à Londres. Et puis là, on voit un artiste anglais qui s'appelle William Turner et qui peint un tableau qui représente pluie, brume et vitesse. En Europe, au XIXe siècle, les artistes académiques, c'est-à-dire ceux qui sont reconnus comme grands peintres par l'Académie, s'intéressent rarement au paysage. C'est un genre considéré comme un style mineur, pas important, de peu d'importance. Pourtant, les romantiques vont adorer ça. Et ils vont se dire, mais pourquoi pas, après tout? Pourquoi pas créer de belles choses avec la nature? Donc, ils évoquent ici un sentiment. On va la regarder ensemble. Et si vous regardez bien l'image, on va partir de la gauche. Vous voyez un pont avec des arbres. Et ce pont envoie vers quelque chose de brouillé. Et envoie vers un chemin de fer. Et ce qui vient en face de nous, c'est quoi? C'est un train. Mais si vous regardez bien, c'est pas un train comme on pourrait prendre une photo d'un train. C'est le train en mouvement. C'est la vitesse. Des choses qu'on n'a jamais pu peindre avant. Le mouvement, la pluie, le vent, les éléments qui bougent. On est en 44, on est allé 30 ans, 29 ans, mais on va dire 30 ans avant la création de l'impressionnisme, qui vont peindre des Monet ou d'autres vont peindre des impressions, des choses impalpables, des choses qu'on ne peut pas capturer, qu'on ne peut pas toucher. Comme ici. La pluie, le vent, les éléments, etc. Donc ils laissent libre cours à leur imagination. Ils utilisent le paysage comme un moyen de communiquer. Inspiré aussi de la modernisation. On est en plein siècle de l'industrialisation. Les usines, l'eau courante, les moyens de communication, etc., les trains, tout. Sur l'image suivante, Van Gogh peint son dernier... pardon, j'en ai mis une autre, je vous ai rajouté en plus des images. Ici, c'est Claude Monet qui adorait les peintures japonaises. Il avait acheté la vague, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il avait en esquisse, en estampe, pardon, dans sa cuisine, dans son salon. Et là, on voit une peinture, alors il ne va pas faire 23 mètres, mais ça fait quand même pas mal de mètres, plus d'une dizaine. Ici, il représente sous le vent, sous la pluie, au soleil, à midi, à minuit, etc. Il y a tout ce que vous voulez dans les peintures de Monet, mais en gros plan, comme si on était immergé dans le paysage, plongé dans le paysage. Un peu comme on le voyait au moment des panoramas. Si tu vas sur l'image suivante, Virginie, vous allez voir dans quel endroit est exposée. Elle est exposée à Paris, dans un endroit qu'on appelle l'Orangerie, et qui a été spécialement construite pour les tableaux. Le même principe que les panoramas. C'est immense, on fait le tour, on est immergé. Alors moi, j'ai eu l'occasion de donner des conférences à Paris, et notamment rencontrer les responsables de cet endroit. Je leur ai dit une chose, je leur ai dit, vous voyez, pour être encore plus plongé dans l'élément, il ne faudrait pas que les murs soient blancs, mais il faudrait éteindre la lumière et mettre de la lumière artificielle sur les nymphéas, sur les peintures, sur les tableaux, et que les murs ne soient pas en noir et qu'on soit plongé complètement dans la peinture. Là, avec trop de blanc, trop de lumière, c'est pas la même chose. Mais en tout cas, l'idée est là, vous voyez, ça dépasse les gens, enfin, c'est plus grand que la nature, que le personnage humain. Image suivante, ça doit être Van Gogh, je pense. Ici, Van Gogh peint son tout dernier tableau, 1890, avant de mourir.
Bon, là, c'est annonciateur de choses mauvaises qui se passent dans sa tête. Les corbeaux noirs, mauvais augure, etc., mauvaises choses qui vont arriver. Mais ce qu'on va regarder, nous, c'est que les paysages sont très présents dans la peinture impressionniste et post-impressionniste. De nombreux artistes vont étudier la lumière, la couleur, en peignant depuis un point d'observation tout au long de la journée pour étudier les changements d'ombre, de lumière. Ils vont s'appuyer sur ce qu'ils ont vu, sur leurs pensées, sur leurs sentiments intérieurs. S'ils sont perturbés, comme ici, Van Gogh, très perturbé, va mettre des choses très, très mouvementées. Et il va rajouter des corbeaux noirs qui s'envolent. Mais c'est le principe qu'il y a dans sa tête, hein, c'est sa tristesse, sa mélancolie, sa dépression. Du coup, les paysages sont des formes d'expression qui montrent que c'est une pratique différente. Les paysages vont évoluer. Et dans l'art contemporain, alors contemporain, on va dire 1870, c'est pas très loin de nous, c'est 50 ans. L'image suivante nous montre que ça va pas être une peinture, ça va être une construction, une sculpture dans la nature. On appelle ça le land art, l'art dans la nature. Et cet art dans la nature, eh bien, Robert Smithson va prendre des cailloux, des choses qui sont sur place, et il va construire cette spirale, cette forme circulaire, pour créer cette œuvre, qui maintenant a 50 ans. Et vous voyez le rose là, est-ce que quelqu'un a une idée, parce que ce n'est pas de la peinture qui a fait ce rose là dans le lac, a une idée de qu'est-ce qui a pu donner la couleur rose? Oui. Pardon? Les algues? Oui. Non, ce n'est pas les algues. Le plancton? Non plus. Alors, il y a une piste, vous pouvez demander où est-ce qu'il a réalisé cela? Où est-ce qu'il l'a réalisé? Dans quel lieu il est intervenu? Dans l'Utah. L'Utah, c'est un département, comment dire, aux États-Unis, un État des États-Unis, et ça s'appelle le Grand Lac Salé de l'Utah. Oui, c'est alors, c'est la Sarah. C'est du sel. C'est pas le sel. Je vous donne la réponse parce que c'est pas évident. Ce sont les crevettes. Ah, ce sont les crevettes. C'est Ouais. pas le sel. C'est les crevettes. Animalitos. Animalitos. Donc ça voudrait dire que là où c'est rose, il y a une présence d'un écosystème marin. Ah, merci Sarah. Avec des crevettes. C'est ça. Alors, c'est ça? il y avait, parce qu'avec la sécheresse et puis le réchauffement climatique, il y a moins d'eau. Alors des fois, la spirale, on la voit sans eau. Et quand l'eau revient, des fois c'est bleu, des fois c'est rose. Ça dépend, donc c'est assez joli. Mais c'est la nature. Et à mesure que le monde se modernise, les artistes ont de plus en plus l'occasion de parcourir la planète. Et ils vont saisir la beauté. Pour la première fois, les artistes se sentent passionnés par la nature. Le land art, avec ses installations immersives, c'est-à-dire sur place, directement dans le paysage, nous montre des œuvres d'art monumentales, souvent comme ici, dans le but de transmettre des messages importants sur la réalité qui est en jeu, l'écologie, etc. Les artistes mesurent l'importance de l'opinion publique, ils sensibilisent les gens. Et pour terminer, parce que le temps passe très vite, je voulais vous montrer l'image suivante. Qui est une œuvre d'une artiste contemporaine
s'appelle Eva Jospin. Alors, pour l'anecdote, c'est la fille d'un ancien ministre, un ancien Premier ministre, mais bon, ça n'a pas d'importance, c'est son talent qu'on regarde ici. Et elle a créé un paysage, la nature, si vous voulez, mais à partir de carton, des boîtes en carton, comme on peut trouver dans le supermarché, qu'elle a découpées, qu'elle a mis ensemble, qu'elle a collées. Et l'œuvre d'Eva Jospin se caractérise par le motif de la forêt et du paysage, de la nature. C'est une obsession chez elle. Et ça crée des installations en sculpture de carton qu'elle travaille comme un orfèvre, ceux qui font les bagues, les bijoux. Parce que je ne sais pas si vous voyez bien l'image, mais en fait, Pardon, Étienne? J'ai essayé de leur expliquer l'image, parce que moi je la connais, j'ai vu une de ces sculptures qui m'a fasciné. Mais en fait, vous avez une épaisseur de carton qui est souvent assez épaisse. Et là, ce sont des. Elle a sculpté dans le carton, où elle a resculpté dans la matière une forêt, mais très dense. Là, vous avez des troncs, vous avez les branches. Là, vous avez tout ce qui est le sol. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre l'image. Alors, le titre de l'œuvre, je l'ai caché parce que je vous ai augmenté l'image. Forêt palatine. Oh, c'est tout récent, hein, ça a 5 ans, 5-6 ans maximum.